Il y a des centaines de millions d'années, ils ont commencé à coloniser les terres émergées. Tapis à l'intérieur des arbres et des autres végétaux, progressant dans les sols, ils ont peu à peu étendu leur royaume invisible. Ni animaux, ni plantes, les champignons font partie d'un des règnes majeurs de la nature, le règne fongique. Un royaume disparate où on peut croiser des géants plus massifs qu'une baleine blanche et en bien plus grand nombre, des lilliputiens aussi minuscules qu'un grain de poussière. S'ils ont survécu aux grandes glaciations, aux vagues massives d'extinction des espèces et à l'arrivée des premiers humains, c'est qu'ils ont développé une forme d'intelligence unique qui leur a permis de s'adapter aux conditions les plus extrêmes jusqu'à coloniser la plupart des milieux. Aujourd'hui, les champignons déploient leurs filaments dans les laboratoires du monde entier où leur talent prodigieux de bâtisseurs, de chefs d'orchestre, d'ingénieurs réseau et de chimistes surdoués inspirent les chercheurs. Certains rêvent déjà qu'en détournant les étonnantes propriétés de ces organismes primitifs si sophistiqués, on pourra trouver des solutions à des problèmes aussi brûlants que la pollution des sols, l'avancée des déserts ou encore la fragilité des réseaux de télécommunications. Dès que nous avons le dos tourné, des armées de champignons envahissent nos assiettes et font moisir jusqu'aux mets les plus délicats. C'est sans doute à cause de cette détestable habitude qu'ils ont de tout temps inspiré crainte et dégoût. Mais depuis qu'à la fin des années 30, une simple moisissure sur un melon s'est révélée capable de produire la pénicilline, sauvant des millions de vies, les champignons ont commencé à être considérés d'une toute autre manière. Superbe. Il semble qu'aujourd'hui, ils se soient dotés d'ambassadeurs à leur mesure, dont un des plus charismatiques est le mycologue américain Paul Stamets. Des décennies d'intimité studieuse avec les champignons et leurs puissantes molécules lui ont donné 1000 intuitions quant à leurs possibles applications, bien au-delà de la seule médecine. Et si les champignons guérissaient non seulement les hommes, mais aussi la planète? L'une de mes plus grandes découvertes, c'est que les milieux naturels possèdent un système immunitaire, exactement comme nous. Et les champignons font le pont entre les deux. En l'état de nos connaissances, et je ne parle pas que de moi, mais des milliers d'autres mycologues à travers le monde, nous croyons fermement que les champignons ont évolué de manière à créer des habitats durables. Sans ces habitats, ni vous ni moi n'existerions. Par conséquent, ces champignons exercent une influence majeure en créant des milieux qui nous procurent de la nourriture, des médicaments et des écosystèmes durables. Que connaissons-nous des champignons, hormis ce qu'ils nous laissent furtivement entrevoir, un pied orné d'un chapeau émergeant du tapis de feuilles du sous-bois? Leur vraie nature se développe pourtant sous nos pieds, à l'abri des regards, en des réseaux extrêmement denses, capables de s'étendre parfois sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Pour Paul Stamets,
c'est dans ce feutrage blanc appelé mycélium que les champignons ont enfoui leur plus grand pouvoir et leur plus grande promesse. On trouve du mycélium partout. Là, il est juste sous nos pieds. Regardez ce mycélium blanc. Il donne naissance aux champignons. Vous voyez, ils sont liés. C'est le mycélium qui engendre le champignon. Le mycélium a aussi une odeur de terroir. Il a un parfum fantastique. Le mycélium forme des îles très denses qui engloutissent tous les débris venant des arbres. Et c'est ce processus qui finit par créer le sol. Les souches de mycélium se déplacent constamment. Le sol est donc un milieu très dynamique, en perpétuelle évolution. Nous avons une vision très étriquée de la nature. En réalité, à chaque pas, nous foulons du pied l'habitat d'une espèce différente. À chacun de nos pas, le mycélium progresse. Quand je fais un pas, le mycélium me suit à la trace et tente d'ingurgiter les nouveaux débris de bois que j'ai créés. Rien n'arrête les fins filaments du mycélium qui ne restent pas à la surface des choses mais pénètrent au cœur même des matières les plus résistantes. Sans cette activité inlassable de décomposition, la planète serait depuis longtemps étouffée sous des tonnes et des tonnes de débris organiques. Pourquoi alors ne pas détourner cette prodigieuse capacité pour nous débarrasser de déchets toxiques qui sont pour le champignon un aliment comme un autre? C'est sur cette hypothèse que Paul Stamets a inventé la mycoremédiation, une technique de dépollution des sols à base de mycélium de champignons décomposeurs. Ce processus de décomposition, cette forme de désassemblage moléculaire, ces éléments qui se disloquent et se divisent en particules de plus en plus petites, est très utile aux autres membres de l'écosystème. Ce mécanisme de dégradation possède également certaines propriétés applicables au traitement des déchets toxiques. Et donc, à l'heure où la Terre souffre de pollution, d'érosion, de surpopulation, de déforestation et de perte d'intégrité des sols, les champignons possèdent des propriétés uniques pouvant résoudre tous ces problèmes à la fois. Ce que je trouve tout à fait génial, c'est que la solution se trouve juste sous nos pieds. Depuis des années, l'écotoxicologue Meg Pinza collabore avec Paul Stamets sur des expériences de mycoremédiation. Pour que le mycélium mange en priorité les HAP, ces dérivés du pétrole extrêmement toxiques, elle lui fait subir une sorte de dressage, une éducation gastronomique accélérée avec juste un peu de copeaux de bois en apéritif pour lui ouvrir l'appétit. Ce bol contient des sédiments contaminés par des hydrocarbures, des HAP. Le principe de cette expérience est d'inoculer du mycélium dans ces copeaux de bois et de le faire se développer au contact de la terre polluée, à savoir cette terre noire ici. L'idée est de la placer en sandwich. On met une couche de mycélium dessous et une autre dessus. Et au bout d'une semaine ou deux, les deux couches auront suffisamment progressé pour se rejoindre. Le mycélium pénètre à travers les sédiments contaminés, cette substance noire que je vous ai montrée, et il mange littéralement les hydrocarbures qu'elle contient. Les souches de champignons entraînées par Meg Pinza disposent, en dehors du laboratoire, d'un vaste champ d'action. Les centaines de terrains industriels à l'abandon du nord-ouest Pacifique, dont les sols ont accumulé sur des décennies des concentrations d'hydrocarbures quelquefois plus élevées que celles des marées noires.
C'est dans une de ces friches industrielles, une ancienne station de maintenance de camions, qu'Howard Sprouse, ingénieur écologue, démarre un chantier pilote de mycoremédiation. On dirait que c'est un peu gelé. En laboratoire, bien des substances peuvent être décomposées par de très nombreuses espèces de champignons. Mais dès qu'on les utilise à l'extérieur, ces champignons se retrouvent en compétition avec les autres micro-organismes présents dans le sol. Et ils doivent être capables de survivre dans toutes sortes d'environnements. C'est cela qui distingue ceux qui sont capables de faire le boulot en laboratoire de ceux qui agissent efficacement en dehors. Ces champignons sont vivants. En les introduisant dans le sol, on introduit des organismes vivants qui se comportent comme ils le font dans la nature. Dans la nature, ils poussent sous la terre 365 jours par an. Lorsque nous marchons, la plupart du temps, nous n'avons même pas idée de ce qui se passe sous nos pieds. Ils sont affamés et ils n'arrêtent jamais de manger. Signe de la gloutonnerie des champignons décomposeurs, une seule remorque de copeaux inoculée avec du mycélium est capable de dépolluer 5 fois son volume de terre contaminé. Mais que sont devenus les hydrocarbures? Par quel tour de passe-passe les toxiques ont-ils bien pu disparaître? La clé du mystère se cache au cœur même de l'organisme, dans sa machinerie biologique hors pair. Utiliser du mycélium pour la dépollution est un très bon choix, car il est particulièrement résistant. Sa paroi cellulaire est constituée de chitine, comme la carapace du crabe. Il est donc capable de se développer dans des milieux très hostiles. Il peut résister à des températures extrêmes, à des milieux à haute ou faible salinité. Sa paroi cellulaire en chitine le protège des toxiques et lui permet de subsister dans le même environnement qu'eux, mais sans qu'ils le tuent. Ces petites bulles blanches sont des enzymes extracellulaires. Elles sont très importantes car c'est grâce à elles que le mycélium digère le pétrole. Une fois sécrétées, ces enzymes progressent en vagues vers le pétrole et le décomposent en molécules de plus en plus petites. Je trouve extraordinaire que quelque chose d'aussi simple que ce mycélium ait le pouvoir de détruire des produits aussi toxiques et problématiques pour l'environnement. C'est un procédé tellement élégant. Je ne suis pas sûre que l'on comprenne vraiment comment il fonctionne. Nous permettons seulement à cet outil très simple d'agir en milieu naturel et de nettoyer les sites avec une efficacité accrue. Il est difficile de croire qu'une méthode aussi élémentaire et élégante nous permette d'assainir un milieu toxique. Pourquoi confier la dépollution des sols aux bons soins des enzymes de champignons plutôt qu'à des produits chimiques qui vont plus vite, coûtent parfois moins cher et fonctionnent quel que soit le type de terrain? Pour Howard Sprouse, la réponse se trouve au terme du processus, dans une zone test du chantier. Voilà qui est intéressant. Il y a beaucoup de vers de terre maintenant, c'est bon signe. Si le niveau de contamination continue à baisser, on pourra utiliser cette terre n'importe où. Ce mycélium composté ne peut que faire du bien. Voyons ce que ça sent. Ça sent la terre. Quand le processus de mycoremédiation est terminé, le contaminant a disparu. Le champignon, une fois son travail achevé, meurt. Les autres micro-organismes présents dans le sol poursuivent le cycle de décomposition qu'il a initié. Au final,
On obtient un sol plus riche que celui qu'on avait au départ. Je vous parie que dans un an, cet endroit sera recouvert d'herbe. Tout aura reverdi. Ce terrain sera devenu suffisamment sain pour qu'on puisse imaginer en faire tout ce qu'on veut. Dans les premières expériences de mycoremédiation menées par Paul Stamets et Meg Pinza, à la fin du cycle, de magnifiques pleurotes charnues se sont mis à pousser en bouquet sur l'ancien terrain pollué. Mais à la différence de la pomme de Blanche-Neige, nulle trace de poison ne pouvait plus être détectée à l'intérieur de leur chair blanche si engageante. Tels d'habiles prestidigitateurs, les enzymes des champignons n'avaient pas seulement fait disparaître la matière, ils l'avaient transformée en toute autre chose. Depuis des millénaires, cette fabuleuse alchimie a été détournée par les hommes pour confectionner les produits de base de leur alimentation. Du pain au kouglof, du miso au saké, de la bière au roquefort. Mais aujourd'hui, les enzymes des champignons sont au cœur de processus industriels toujours plus diversifiés. Au Danemark, dans les fermentateurs géants de Novozymes, on concocte les millions d'hectolitres de soupe d'enzymes qui vont permettre de fabriquer autrement ramettes de papier et lunettes de soleil, cosmétiques et cardigans, sans oublier les lessives qui doivent laver toujours plus blanc. Dans les laboratoires de la multinationale, à Copenhague, la mycologue Mikako Sasa a pour mission d'isoler et de tester les enzymes de champignons les plus performantes. Nous produisons des enzymes pour l'industrie des lessives depuis des années. Mais parfois, les conditions changent. Par exemple, en Europe occidentale, nous voulons laver le linge à des températures plus basses. Donc, on cherche à réduire la température de l'eau pour faire des économies d'énergie. C'est bien joli, mais cela veut dire que nous devons trouver de nouvelles enzymes pour les lessives. On a beau être un chimiste surdoué, on n'en a pas moins ses spécialités. Aspergillus et ses amylases, Trichoderma et ses cellulases, Humicola et ses glucanases, Fusarium et ses lipases, entrer dans la danse des superenzymes de la chimie verte. Tous ces champignons ont l'air très différents. Et de fait, non seulement ils ne se ressemblent pas, mais ils sont aussi physiologiquement très différents parce qu'ils peuvent produire différentes sortes d'enzymes. Si on cherche une cellulase, on choisira un champignon de ce type. Si on cherche une lipase, on en prendra un autre. Les lipases sont notamment utilisées dans les lessives. Quand on fait la cuisine, on risque de se tacher. Et ces grosses taches de graisse sont bien évidemment à base de lipides. Donc, il faut une lessive contenant des lipases capables de les enlever. Depuis que dans les années 60, les chercheurs de Novozymes ont découvert les fameux enzymes gloutons qui ont porté les lessives au firmament du bonheur domestique, ils élaborent chaque jour des cocktails enzymatiques plus sophistiqués. Au cœur de ces recherches se trouve le trésor de Novozymes, des dizaines de milliers de souches de champignons sommeillant dans un nuage d'azote. Des terres gelées du Groenland aux pentes des volcans en passant par les jungles de Bornéo, Mikako Sasa n'a de cesse de débusquer les espèces capables de survivre dans les conditions les plus extrêmes qui sont si proches de celles de l'industrie. Mais parfois, il suffit de franchir le périphérique pour trouver la perle rare. Dans un endroit comme celui-là, on trouve des milliers d'espèces de champignons. Et parmi elles, beaucoup ne sont même pas encore répertoriées. Elles n'ont même pas encore de nom.
Où qu'on aille, il y a des champignons. Qu'on soit dans un environnement froid, dans un désert, dans une région tropicale ou subtropicale, ils sont partout. Il faut juste savoir comment les trouver et comment les isoler. Dans une mare d'eau stagnante se trouve peut-être l'enzyme capable d'assouplir le cuir de nos sacs à main sans les inconvénients de produits chimiques polluants. Mais encore faudra-t-il arriver à la perfectionner, à la dompter. Transformer une simple enzyme en ouvrier modèle, c'est le rôle du département des protéines designers. Ici, on coupe, on colle, on recompose les enzymes des champignons. Par exemple, on greffe une protéine qui permet de supporter les températures extrêmes sur une enzyme particulièrement apte à dégrader les lipides. Au final, on obtient une enzyme chimère, une super-enzyme qui va cumuler plusieurs pouvoirs et remplacera à la perfection un des maillons de la chimie traditionnelle. So you could say that our society is highly based on oil. Notre société fonctionne essentiellement sur le pétrole. Et dans beaucoup de domaines, on pourrait utiliser des enzymes pour remplacer des processus chimiques basés sur le pétrole. Par exemple, nous pourrions fabriquer des bioplastiques. C'est un très bon exemple. Tous les jours, j'utilise ces boîtes de pétri. Elles sont bien évidemment faites avec du plastique. Je suis convaincue que grâce aux enzymes, nous pourrions trouver une meilleure solution. Je suis sûre que nous allons découvrir toutes sortes de nouvelles applications où nous pourrons utiliser, à la place de produits chimiques toxiques, des enzymes de champignons. Les fabuleux chimistes que sont les champignons ont devant eux un enjeu à la mesure de leur puissance. Inventer une chimie verte moins polluante qui permettra de fabriquer autrement les 1001 objets indispensables à notre quotidien. Mais les champignons entrevoient déjà d'autres territoires à conquérir, d'autres modèles dépassés à refonder. Avec leur fâcheuse habitude de s'infiltrer partout, les champignons ont longtemps été considérés comme des parasites, des piques-assiettes que l'agriculture intensive s'est appliquée à bouter hors des champs à grand renfort de pesticides. Et si les ennemis d'hier se révélaient les alliés de demain? Car dans la nature, des millions de microscopiques champignons, invisibles à l'œil nu, vivent à l'intérieur des racines des plantes. Et sans cette relation appelée symbiose mycorhizienne, la très grande majorité d'entre elles seraient tout simplement incapables de survivre. Pour décrypter ce partenariat unique, Guillaume Bécard au CNRS de Toulouse ausculte les racines des plantes sous toutes les coutures. Moi, je suis toujours aussi fasciné. Ça fait 20 ans que j'observe ça. Et je pourrais passer des heures. Je me sens privilégié parce que c'est vraiment... Très très peu de gens ont cette chance de voir ces racines avec ce champignon en train d'évoluer parce que d'habitude c'est microscopique, c'est totalement invisible, c'est inaccessible, c'est en sous-sol, près des systèmes racinaires des plantes. Mais là, on découvre tout un monde. En fond jaune, comme un petit damier, c'est une racine. Et donc, tout ce qui est vert, qui fluoresce en vert, c'est le champignon. Il se faufile entre les cellules de la racine et à d'autres moments, il colonise l'intérieur des cellules racinaires. Et donc, on voit quand même sa présence réelle. Ce n'est pas juste une présence sur la pointe des pieds. Non, le champignon rentre vraiment, s'installe dans les tissus de la plante et fabrique ces arbuscules de cellule en cellule. Il peut sembler paradoxal qu'une plante accepte de se laisser envahir de son plein gré par un champignon. Avec la symbiose, non seulement la plante ne décourage pas l'intrus, mais elle lui déroule même une sorte de tapis rouge.
Elle autorise ces filaments à s'insinuer au cœur même des cellules de la racine pour former des structures extrêmement ramifiées, les arbuscules. Les deux partenaires ont un intérêt vital à cette relation intime car c'est dans cette surface d'échange démultipliée que la plante troque les sucres de la photosynthèse contre les minéraux et l'eau que le champignon est allé prospecter au plus profond du sol. Il faut se rappeler que les plantes, c'est une évidence que je dis là, mais sont des organismes immobiles, statiques, qui doivent absolument être capables d'utiliser les ressources immédiatement disponibles. Elles ne peuvent pas aller voir un peu plus loin pour chercher d'autres ressources. Donc, elles se servent donc du champignon pour prospecter plus loin et recruter, forer, récupérer donc l'eau et les éléments minéraux qui lui sont indispensables. Et on a même montré, des études ont montré que les plantes pouvaient communiquer entre elles, c'est-à-dire s'échanger des molécules et même des métabolites carbonés entre elles, en utilisant le champignon comme système de transfert finalement, comme organisme faisant le trait d'union. Si on ne veut plus maintenir les plantes sous de coûteuses perfusions d'engrais chimiques, mais au contraire les faire profiter au maximum des ressources du sol grâce à leurs partenaires champignons, domestiquer la symbiose devient un enjeu majeur. Mais encore faut-il réussir à déchiffrer le code que ceux-ci utilisent pour dialoguer avec la plante. Parlez-vous champignons ? C'est cet exploit qu'a accompli l'équipe de Guillaume Bécard en identifiant les signaux moléculaires qui sont le sésame de la symbiose, les facteurs MIC. Pour le champignon microscopique, comme pour la plante, trouver le bon partenaire dans la jungle des millions de micro-organismes du sol est une question de vie ou de mort. Comme des espions infiltrés, les deux complices utilisent pour se reconnaître et communiquer un langage crypté à base de molécules chimiques. La plante diffuse un nuage d'hormones censé attirer le bon champignon. En réponse, celui-ci émet les fameux facteurs MIC qui préviennent la plante de ne pas déclencher ses défenses immunitaires et de faire pousser la fine racine latérale qui pourra l'accueillir tout en douceur. Nos travaux, nos recherches s'inscrivent dans une perspective à long terme, mais visent à essayer de trouver des solutions pour avoir besoin de quantités beaucoup moins importantes d'engrais phosphatés sans obtenir des baisses de rendement dans les cultures, bien entendu. Donc il y a de gros enjeux derrière. Nos facteurs MIC ne sont pas des produits miracles, mais pourraient contribuer donc à une meilleure exploitation de la symbiose mycorhizienne, y compris dans les grandes cultures céréalières. Le rêve des chercheurs de Toulouse, c'est qu'en réintroduisant les champignons symbiotiques dans les champs, on favorise une nouvelle révolution verte qui permettra de nourrir la planète tout en sauvegardant les équilibres de nos écosystèmes. Dans les terres sahéliennes du nord-ouest du Sénégal, l'espoir que portent ces minuscules champignons symbiotiques est peut-être encore plus grand, faire reculer l'avancée du désert. Qui pourrait croire qu'un milieu si desséché recèle des champignons? Pourtant, ils sont bien là, tapis dans le sable, sous la forme de spores dormantes. C'est sur l'alliance avec ces coriaces survivants que misent les chercheurs associés à la Grande Muraille Verte, un ambitieux programme panafricain qui vise à reboiser les terres sahéliennes sur une bande de 7000 km traversant l'Afrique de Dakar à Djibouti.
Il est difficile d'imaginer que c'est à partir de ce presque rien, de cette poussière de spores prélevée dans le désert, qu'on va pouvoir relancer le cycle de la végétation. Et pourtant, c'est le pari que font les chercheurs du laboratoire de Bel Air, à Dakar, une des bases arrières de la Grande Muraille Verte. Ici, c'est des expériences simples qui consistent à sélectionner un certain nombre de souches, la réponse de la plante vis-à-vis de souches différentes de champignons, en vue de sélectionner le champignon le plus efficient. Donc c'est un screening qu'on fait ici sur le maïs, derrière sur le niébé, et un peu plus loin sur le riz. Et ensuite, on passe au stade jujubier. Le jujubier, on a sélectionné. Le Glomus aggregatum, c'est un champignon qui est issu de la sélection. Il y a eu un screening d'une dizaine de souches de champignons et c'est celui qui s'est avéré le plus efficient. Le couple formé par Glomus aggregatum, le champignon survivant des sables, et le jujubier, un arbre aux fruits particulièrement savoureux, semble si bien accordé que l'équipe d'Amadouba l'a choisi comme espèce pilote pour les opérations de reboisement. L'endurance de Glomus et son singulier sens du contact seront les meilleurs atouts pour que les arbres puissent grandir, même dans les conditions les plus hostiles. La mycorhisation va augmenter le taux de survie des jeunes plants après transplantation sur le terrain. Et au bout de 1 ou 2 ans, la production fruitière sera évidemment beaucoup plus importante chez les plants inoculés que chez les plants non inoculés. L'intérêt de mycorhiser les plants, c'est de permettre à la plante d'accroître sa surface racinaire et de pouvoir mieux absorber les éléments nutritifs du sol, comme le phosphore, l'azote. Les jeunes plantules et leurs partenaires Glomus semblent bien fragiles. Ils ont néanmoins l'enthousiasme d'une brigade de pionniers en partance pour une mission de la plus grande importance, ramener la vie dans les terres désertiques où ils vont être replantés. Après un long périple, les jujubiers et leurs partenaires champignons arrivent dans la province du Ferlo, à l'extrême nord du Sénégal. Là, dans un des sites expérimentaux de la Grande Muraille Verte, ils vont pouvoir mettre leur association à l'épreuve des rigueurs du terrain. Alors ça, c'est la variété Gola qui a été fertilisée avec 20 ppm de phosphate naturel et inoculé. Et ça, le lot de jujubier correspond aux témoins. Témoins non inoculés. Non inoculés, sans engrais. Non fertilisés, témoins purs. Et là, c'est des jujubiers inoculés uniquement avec le champignon. Sans engrais. Sans apport de phosphate naturel. Tu les prends, hein, ne choisis pas, tu prends 6. Pour les chercheurs du laboratoire de Dakar, l'expérience pilote du Ferlo est une occasion unique de tester l'efficacité de Glomus dans des sols sableux particulièrement pauvres en eau et en nutriments. Pour les femmes du village voisin, les frêles arbustes incarnent la promesse d'un vaste verger qui pourra leur procurer non seulement les bénéfices des jujubes, mais aussi ceux d'autres plantes agricoles qui pourront pousser à l'ombre des arbres. Quant à Glomus, qui a longtemps vécu en tête-à-tête avec son partenaire jujubier, il n'a qu'une hâte, s'associer à toutes les plantes qui pourront lui permettre d'étendre son réseau. Ce réseau-là, il va se développer donc au-delà du système racinaire du jujubier. Il sera susceptible d'aller, ce réseau de mycéliens, d'aller coloniser d'autres plantes. D'accord? On peut imaginer des transferts de nutriments via ce réseau-là entre le jujubier et d'autres cultures maraîchères qui se font dans la zone, mais également à des plantes agricoles comme le niébé.
grâce au sucre qu'il a obtenu de jujubier, Glomus lance de nouveaux filaments à la recherche d'autres plantes hôtes avec qui poursuivre le troc. De proche en proche, il connecte ainsi toute une communauté végétale. Au cœur de ce dispositif, l'association formée par l'arbre et ses partenaires champignons occupe une position centrale, distribuant au fil des besoins éléments minéraux et sucres. Peu à peu, c'est un système d'échange particulièrement performant qui se met en place souterrainement. Chaque nouvelle plante, en apportant ses ressources en sucre, peut en retour bénéficier de tous les avantages du réseau, permettant ainsi qu'il se développe à l'infini. On peut penser qu'au bout de 2 ans après la plantation, on aura déjà les premiers fruits. Et donc du coup, l'expérience mycorhisation contrôlée du jujubé peut faire tache d'huile au Sénégal, mais également dans les pays, Burkina Faso, Mali, tous les pays qui sont dans la bande concernée, quoi. Enrôlés dans le projet de la Grande Muraille Verte, les réseaux des champignons sont bien partis pour faire reverdir les terres sahéliennes, rejoint la partition immémoriale qui, il y a plusieurs centaines de millions d'années, a permis aux plantes de s'adapter aux conditions des terres émergées. Dans d'autres parties du globe, leurs réseaux proliférants sont en train de s'infiltrer dans le monde des nouvelles technologies, dans ces laboratoires où l'on cherche à résoudre les fragilités des multiples réseaux sans lesquels nos sociétés sont devenues incapables de fonctionner. L'ingénieux Myxomycete physarum polycéphalum ne sort pas d'une grande école. C'est pourtant pour ses extraordinaires capacités d'ingénierie que Mark Fricker l'a recruté à l'université d'Oxford pour améliorer la fluidité du trafic ferroviaire britannique. Nous avons inoculé ces flocons d'avoine avec Physarum, nous les avons placés à peu près sur les principales villes du Royaume-Uni et nous les avons laissés grandir jusqu'à ce qu'ils forment un réseau. Et ce réseau ressemble étonnamment au réseau ferré britannique. On peut voir les voies qui partent de Londres en étoile. L'une passe par Bristol en direction de l'ouest, d'autres suivent la ligne de la côte ouest qui monte vers l'Écosse en passant par Preston. Pour l'instant, Physarum n'est pas allé plus loin. Au-delà de la performance de l'habile Physarum, capable en seulement 48 heures de reproduire le réseau ferré que des générations d'ingénieurs ont mis à peaufiner, ce qui intrigue et stimule Mark Fricker, c'est que parfois les choix opérés par Physarum se révèlent bien différents de ceux des ingénieurs. Dans la plupart des cas, une ligne directe a commencé à se former. Parmi tous les chemins possibles, Physarum choisit le plus court. Mais il garde toujours des connexions additionnelles. C'est ce qui fait sa résilience. Ces liaisons supplémentaires demandent plus d'énergie. Mais si l'une d'entre elles est rompue, il y aura toujours une autre route par laquelle transférer les ressources. Cela signifie que ce point est relié à tout cela, mais il dispose aussi d'un raccourci pour rejoindre les points les plus éloignés. Ces systèmes biologiques peuvent nous apprendre des choses très intéressantes. Par exemple, le niveau de redondance minimal pour pallier d'éventuels dégâts sur le réseau. Les dégradations sont parfois minimes et quelques voies secondaires suffisent. Mais lorsque les dégâts sont importants, le réseau a besoin d'un plus grand nombre de routes alternatives. Nous ne savons pas quels sont les besoins à l'échelle humaine, mais nous pouvons le déduire des règles qui régissent ces organismes biologiques. Pour élucider les lois qui gouvernent les réseaux intelligents des champignons, les chercheurs britanniques ont créé eux-mêmes un réseau, le Fungal Network. Mathématiciens, physiciens, informaticiens et biologistes espèrent qu'en croisant leurs approches, ils parviendront à mettre en évidence un certain nombre de constantes, de règles. Mais avant de trouver l'équation magique qui révolutionnera le fonctionnement de nos réseaux, il faut enquêter sur le terrain,
observez comment dans un milieu aussi compétitif qu'un sous-sol forestier, les champignons réussissent à constituer des réseaux si adaptatifs et si résilients, en un mot si performants. On peut ainsi trouver, dans une forêt du Pays de Galles, la biologiste Lynn Body, spécialiste de l'architecture des réseaux mycéliens, et son équipe, procédant à une étrange investigation. J'ai l'impression que ça va être un grand réseau. Il va être difficile à excaver parce qu'il plonge directement dans le sol. Tu peux mettre la grille ? Nous avons mis au jour un réseau de filaments mycéliens. Ce champignon est sans doute un Megacolibia platyphila. Le test ADN nous le confirmera. Nous essayons de cartographier la position des différentes zones. Nous voulons savoir comment le champignon se connecte aux différentes ressources organiques. Ici, nous avons un gland. Il y en a un autre ici et une petite brindille là. Ils sont tous connectés au réseau. Le champignon va s'en nourrir. Ainsi, les nutriments contenus dans ces ressources vont alimenter le réseau et être transportés dans tout le système. Cela va nous permettre de comprendre comment ils sont transférés d'un bout à l'autre du réseau, comment ce dernier se protège et comment, s'il est endommagé, il va pouvoir emprunter d'autres voies pour transporter les nutriments ou se raccorder à d'autres points du réseau. Ceci est sans doute juste une très petite partie d'un vaste réseau de mycélium qui s'étend sous tout le sol de la forêt. 19 cm. Certains champignons sont capables de s'étendre souterrainement jusqu'à atteindre des dimensions phénoménales, comme un Armillaria bulbosa découvert dans le Michigan, qui en l'espace de plusieurs milliers d'années avait atteint un poids équivalent à celui d'une baleine et couvrait pas moins de 15 hectares. Mais pourquoi les champignons ont-ils opté pour cette forme en réseau étoilé, se développant parfois sur de si grandes étendues ? Si vous regardez autour de vous, vous constaterez qu'il y a beaucoup de branches et de brindilles éparpillées sur le sol, mais elles ne se touchent pas. Il y a donc un écart entre elles. Un écart en termes d'espace, mais aussi un écart de temps, car elles tombent à différentes périodes de l'année. Le mycélium explore le sol à la recherche de ces nouvelles ressources. Quand il les trouve, il reconfigure tout son réseau. Il concentre ses efforts de manière à réussir. Là où il trouve des ressources, il se développe et il régresse dans d'autres parties. Le réseau se reconfigure donc en permanence. Si les réseaux du mycélium inspirent tant les chercheurs, c'est qu'ils sont capables de réagir instantanément à tous les changements qui affectent leur environnement. Quand nos réseaux humains sont sans cesse à la merci de n'importe quel incident, les champignons, eux, semblent avoir toujours prévu une issue de secours. Pour percer le mystère de cette extraordinaire adaptabilité, Lynn Body reconstitue en miniature les conditions de la forêt. Grâce à ce stratagème, la scientifique peut observer comment le champignon, tel une souris de laboratoire, fait face aux différents stress auxquels il est soumis. La dispersion des ressources disponibles, les dommages causés par de minuscules invertébrés, ou encore la destruction d'une partie de son réseau. J'ai complètement enlevé le filament qui reliait ces deux sources de nourriture. Nous pouvons nous poser plusieurs questions. Le champignon va-t-il reconfigurer son réseau? S'il transportait ses nutriments par cette voie principale, utilise-t-il désormais un autre chemin? Il pourrait les transporter par là, par exemple, ou le long de ce chemin, ou utiliser celui-ci. C'est tout l'avantage d'avoir un réseau. Il y a plusieurs façons d'arriver au même endroit.
On a donc un champignon qui se développe à partir d'un morceau de bois. Il ne sait rien du vaste monde qui l'entoure. Tout ce qu'il peut faire, c'est grandir. En se développant, il forme son réseau. Il explore l'environnement à la recherche de nouvelles ressources. Nous ne comprenons pas vraiment les décisions qu'il prend. Comment sait-il quelle structure construire? Pour nous, ça semble facile, mais le champignon, lui, est complètement aveugle. Il ne peut qu'explorer son espace. Un des défis qu'il rencontre, c'est que les ressources sont au centre du réseau, mais sa croissance se fait aux marges. Il lui faut donc trouver la solution pour transporter les ressources vers les extrémités. Se pose alors un problème compliqué. Comment construire un réseau qui soit à la fois capable de transporter des nutriments et de résister aux attaques, tout en étant peu gourmand en énergie? Car s'il épuise ses réserves, s'il y a trop d'interconnexions, il ne pourra pas aller bien loin. Les incroyables talents d'architecte du mycélium forcent l'admiration. Mais que se passe-t-il à l'intérieur du réseau? Comment l'organisme s'y prend-il pour distribuer de la manière la plus ergonomique possible les nutriments qui circulent dans ces fines tubulures? C'est en injectant un marqueur radioactif dans un réseau mycélien que l'InBody lui a fourni que Mark Fricker a fait une étrange découverte. Le champignon a ses propres logiques et parfois choisit de n'utiliser qu'une partie de son réseau. Quand on injecte le marqueur radioactif, on constate que les nutriments sont transportés par ces tubulures vers les extrémités et qu'ils s'accumulent là où le réseau est amené à se développer. Le plus étonnant, c'est qu'il ne se passe presque rien par ici et très peu de choses en bas. C'est assez inattendu, car si on superpose une modélisation du réseau, on constate qu'une grande partie ne reçoit aucune ressource. D'une certaine façon, le réseau a choisi ce secteur pour y envoyer ses nutriments. Cette partie va continuer de se développer, tandis que celle-ci va probablement mourir. Ces nutriments seront recyclés et utilisés pour que le champignon progresse dans cette direction. Nous ne savons pas si c'est une bonne solution, mais nous pouvons le supposer car s'il n'avait pris que des mauvaises décisions, il serait mort depuis longtemps. Or, les champignons sont des organismes très anciens. Nous pouvons donc supposer que les solutions qu'ils choisissent sont de bons compromis. Si nous parvenions à comprendre comment ce réseau autogéré, qui n'a aucune vision d'ensemble, arrive pourtant à trouver la bonne solution en réglant les problèmes localement, nous pourrions utiliser ces règles pour concevoir d'autres types de réseaux. Les qualités des réseaux mycéliens, robustesse, adaptabilité, auto-organisation, sont à l'évidence celles que nos sociétés modernes attendent des nouveaux réseaux qui la font fonctionner, et tout particulièrement ceux d'Internet et de la téléphonie mobile, qui doivent être capables de s'adapter à tout instant aux brusques variations de trafic et aux pannes localisées. À l'instar des algorithmes tirés du comportement des fourmis qui ont permis d'optimiser les moteurs de recherche, de plus en plus d'ingénieurs et d'informaticiens imaginent que c'est en mettant un peu d'intelligence fongique dans les réseaux des hommes qu'on pourra pallier leur fragilité. Cette approche n'a pas vraiment été utilisée dans la conception des réseaux humains, mais cela pourrait s'avérer de plus en plus important si nous voulons les rendre moins vulnérables aux pannes ou à tout type d'attaque. Est-ce qu'il ne serait pas possible de s'inspirer de ces systèmes biologiques qui existent depuis des millénaires? Ils sont très anciens et ils ont trouvé des solutions. Encore faut-il que le type de menaces auxquelles ils font face corresponde à celles que rencontrent nos sociétés. Nous ne connaissons pas encore la réponse. Nous n'en sommes qu'au début. Aux dernières nouvelles, au Japon, des chercheurs viennent d'isoler une nouvelle molécule à partir d'un minuscule champignon
qui s'est révélé particulièrement efficace pour traiter certaines maladies auto-immunes. Les biochimistes de l'université de Yale expérimentent, eux, les propriétés d'un champignon amazonien qui dégrade le polyuréthane, un matériau actuellement non recyclable. Des chercheurs suisses misent sur les protéines des champignons pour fabriquer des adhésifs moins polluants. Et partout dans le monde, c'est la course à qui parviendra, à l'aide des enzymes décomposeurs des champignons, à produire les biocarburants de deuxième génération. Si on considère qu'on connaît actuellement moins de 15% des espèces de champignons, et que sans doute parmi elles se cachent des spécimens aux propriétés inouïes, cela laisse entrevoir à l'image des lointaines galaxies d'immenses territoires à explorer.